Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire qui, vous l'avez vu, sera dédié à l'exposition Écrire en français, Histoire de langue, voyage de mots, exposition qui est produite par l'Alliance française de Paris et avec laquelle l'Institut français s'est associé pour vous la mettre gratuitement à disposition dans l'ensemble du réseau. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'explorer avec vous toutes les possibilités qui sont offertes par cette exposition, et puis de réfléchir avec vous comment vous pouvez l'adapter localement à vos contextes, sachant qu'une de ses grandes spécificités, c'est qu'elle vous permet de marier l'approche langue française et culture française. Donc c'est aussi une exposition que vous pouvez vous approprier collectivement dans les équipes sur place, dans les instituts français et les alliances françaises. C'est une exposition que vous pouvez retrouver et que vous pouvez découvrir sur la collection. Je vous rappelle que la collection, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est cette plateforme que nous avons réactivée en mai et où vous trouverez de très nombreuses propositions faites par l'Institut français dans tous les domaines artistiques, en art visuel, en spectacle vivant, mais aussi en langue française, aussi en débat d'idées. Il y a à peu près 170 propositions de forme légère que vous pouvez adapter dans vos établissements, des spectacles, des conférences, des présentations, des expositions. Et donc, parmi ces nombreuses offres, cette exposition Écrire en français. Et donc, nous espérons vivement que ce webinaire vous convaincra de ces possibilités, de tout ce qu'elle peut vous offrir, sachant que, comme on vous l'a indiqué, vous pouvez l'adapter localement, et c'est un peu aussi l'idée qu'on a en tête, et lui donner une résonance, une couleur particulière, à la fois dans le moment où vous allez la programmer, en lien ou pas avec des événements. Vous pouvez bien sûr spontanément, on y pense, l'associer à tout ce que vous allez organiser en mars prochain autour de la francophonie. Mais ça peut être sur place, en lien avec un festival littéraire, la demande d'un partenaire. C'est vraiment, les possibilités sont assez larges. Et puis, nous vous invitons aussi à l'enrichir, à la faire vivre. On pourrait imaginer que vous créez un 10e portrait illustré par un artiste local, par exemple, pour avoir une résonance locale et attirer d'autres publics. Enfin, les possibilités sont nombreuses. Donc, dans l'heure qui vient, vous allez pouvoir toutes les découvrir, et je vous souhaite dans ce joyeux webinaire. Merci Stéphane, bonjour à tous et à tous. Également, je souhaitais remercier Frédéric Jagu et Florine Chatillon de l'Institut français pour leur travail sur ce projet. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Flore Bernard, donc responsable des services culture et bibliothèque à l'Alliance française de Paris, et de Bernard Béni, de commissaire de l'exposition Écrire en français, également journaliste littéraire, conférencier, conseiller littéraire, concepteur et animateur de rencontres, et à qui l'on doit également, entre autres, la collection Lettres africaines aux éditions Actes Sud et le festival Littérature métisse d'Angoulême. Donc, l'objectif de ce webinaire est, dans un premier temps, de retracer les axes structurants l'itinéraire de ces 100 autrices et auteurs ayant choisi d'écrire en français. Bernard va ainsi vous offrir un tour d'horizon des citations, des extraits d'œuvres et d'interviews qu'il a choisis en collaboration avec l'auteur Sabile Goussoul, et qui sont accompagnés de 9 portraits réalisés par l'illustratrice libanaise Raphaël Macaron. Et dans un second temps, Flore et moi-même, nous reviendrons un petit peu sur les modalités de mise à disposition de l'exposition, temps à l'issue duquel nous pourrons échanger. J'en profite également pour vous dire de poser toutes vos questions relatives à ce projet dans le chat. Nous pourrons y répondre par écrit en direct ou à l'oral à la fin de cette présentation. Avant de passer la parole à Bernard, je voulais prendre un petit moment aussi pour vous parler de l'illustratrice Raphaël Macaron, qui n'a pas pu se joindre à ce webinaire aujourd'hui. Donc, Raphaël Macaron, c'est une jeune illustratrice libanaise qui est installée à Paris, mais qui aime aussi passer quelques mois de l'année sur la côte ouest aux États-Unis. Elle se distingue notamment par ses travaux dans les domaines aussi variés que la musique, le cinéma et la mode. Et en plus des nombreuses collaborations avec des institutions engagées telles que Amnesty International et Médecins sans frontières,
ces illustrations sont régulièrement publiées dans les médias prestigieux comme The New York Times, Society Magazine, Libération et The New Yorker. Donc, vous avez sûrement pu déjà voir son travail. Donc, elle a vraiment son style à elle, un style unique qui a été qualifié par le magazine Rolling Stone en 2024 comme une ligne claire matinée de pop culture acidulée et teintée d'ironie. Donc voilà, c'est vraiment un style qui séduit tout azimut le public à travers ses messages percutants et son approche artistique audacieuse. On espère que les illustrations créées pour écrire en français vous séduiront autant qu'elles nous séduisent. Donc voilà, c'est quelques petits mots de Raphaël Macaron. On espère peut-être pouvoir organiser un autre moment avec elle, parce que c'est un très bel univers qu'elle nous offre. Bernard, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu plus en détail cette belle exposition Écrire en français. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de vous parler et de parler de ce travail qui m'a occupé pendant un bon moment, j'allais dire pendant quelques mois, mais aussi pas mal d'années précédemment. Il se trouve que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des enseignants qui ont déterminé ma carrière. Et l'une d'entre elles, c'était tout simplement Maryse Condé, donc la romancière guadeloupéenne qui à l'époque était une jeune femme qui n'avait pas encore publié, mais qui m'a ouvert les horizons littéraires de la Caraïbe et de l'Afrique. Elle nous parlait d'auteurs qui étaient vivants, qu'elle avait rencontrés, et pour moi ça a été véritablement déterminant. Donc j'ai travaillé sur ces aires géographiques de la Caraïbe et de l'Afrique en tant que journaliste littéraire. Et j'ai continué mon travail en élargissant un petit peu la palette linguistique, en ce sens où ces dernières années, en particulier en travaillant avec l'Alliance française, en travaillant aussi avec l'Institut du monde arabe, en travaillant comme ça avec différents partenaires, j'ai pu voir combien la langue française amenait des talents dans nos bibliothèques. Depuis très longtemps, les littératures françaises se sont nourries de travailleurs immigrés qui sont venus. Parfois, on a un petit peu oublié qu'ils étaient travailleurs immigrés. Je pense à la comtesse de Ségur, je pense à Dumas. On ne sait pas toujours que le nom de Dumas vient de sa grand-mère haïtienne. Je pense à des auteurs évidemment plus récents comme Apollinaire, des auteurs comme Beckett ou Ionesco pour le théâtre, qui ont enrichi les lettres françaises. Et sans ces auteurs, les lettres françaises seraient un petit peu moins riches. Et puis ces dernières années, évidemment, l'apport des terres ex-coloniales a été absolument déterminant. Des auteurs sont venus de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'océan Indien, du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient aussi. Bref, des auteurs venaient un petit peu de ce monde qui était issu de la colonisation et de l'histoire. Et puis, si on continue d'avancer dans le temps, ces toutes dernières années, vous avez des auteurs qui sont venus de terres qui ne sont absolument pas baignés dans un bain francophone, des auteurs qui viennent d'Argentine, qui viennent du Brésil, qui viennent aussi du Japon ou de la Chine, mais qui viennent aussi de l'Afghanistan ou de la Pologne, c'est-à-dire de terres qui n'étaient pas francophones, et pourtant des auteurs sont venus. Alors ils sont venus tout simplement avec leurs parents, pour certains, ils sont venus enfants, et ils n'ont pas fait le choix. Pour d'autres, c'était un choix amoureux, un choix d'études. Et puis pour beaucoup, ça a été une situation de crise, parfois de guerre, qui les a amenés à venir jusqu'à nous. Dans cette exposition, vous voyez là une carte du monde et vous voyez des bulles qui sortent un petit peu partout de cette planète. Ce sont tous ces auteurs qui sont venus d'un petit peu partout. Vous en avez la liste sur la colonne de droite. Alors l'idée de l'exposition, elle est née de mes travaux, en quelque sorte. J'avais interrogé énormément d'écrivains, en particulier à l'Alliance française de Paris. On a reçu une 50aine d'écrivains depuis quelques 6 ans. Et Sabine Roussoub, qui a été citée tout à l'heure, effectivement m'a un petit peu aiguillonné en disant tu as un matériel, là tu devrais l'exploiter, tu devrais l'utiliser. Alors, on a imaginé dans un premier temps un livre,
en demandant à des écrivains de nous raconter un peu leur parcours, en répondant à des questions, et puis en parlant avec l'Alliance française, l'Institut français se joignant à nous par la suite. L'idée de l'exposition est née. Alors faire une exposition avec des citations d'auteurs, parce que c'était l'idée, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai choisi une centaine d'auteurs, vous le voyez, 100 autrices et auteurs venant de quelques 75 pays dans le monde. Donc ça fait une assez jolie palette géographique. Et évidemment, le talent de Raphaël Macaron, dont a parlé Aurore tout à l'heure, est déterminant dans cette exposition, parce que sinon, ça serait une succession de citations, ce qui est certes intéressant, ça peut faire un bon livre, ça ne fait pas forcément une bonne exposition. Avec les couleurs, la jeunesse et le fait que Raphaël soit aussi venu du Liban, donc elle est concernée aussi par le propos, donne à cette exposition un dynamisme et, me semble-t-il, une esthétique très, très agréable à regarder. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, comment j'ai travaillé sur le choix de ces écrivains? L'idée a été d'interroger un petit peu leur parcours, de savoir comment ces écrivains étaient venus à la langue française, qu'est-ce qu'ils avaient fait de la langue française et comment les anciennes langues s'étaient mêlées de tout ça. Donc, on a réparti ces 100 citations en 4 grandes parties, ce que l'on a appelé les raisons d'un choix. Donc, pourquoi ces auteurs sont venus à la langue française, par quel chemin? Est-ce que c'est un chemin amoureux? Est-ce que c'est un chemin scolaire? Est-ce un chemin universitaire? Ou est-ce un autre chemin, celui de leurs parents, par exemple? Ou est-ce une démarche particulière ou non? Première interrogation. Deuxième partie dans cette exposition, choisir ou ne pas choisir. On s'est très rapidement aperçu que ce n'était pas toujours un choix, que l'histoire avait été déterminante dans bien des cas, que la colonisation, bien évidemment, a été là, et puis l'histoire avec un grand H, l'histoire avec la France, mais aussi l'histoire de ces pays. Lorsqu'on vient d'Afghanistan ou de Syrie, des auteurs ont quitté ces pays parce qu'ils étaient tout simplement en guerre, ou l'Argentine ou la Grèce parce que ces pays connaissaient une dictature que certains auteurs ont dû fuir. Donc, choisir ou ne pas choisir. Certains avaient choisi, d'autres n'ont pas choisi parce que ça leur a été imposé par l'histoire ou tout simplement par l'histoire de leurs parents. Troisième partie, là, on a essayé d'inventorier un petit peu ce que faisaient les langues que ces auteurs avaient précédemment apprises par leurs parents, leur langue maternelle ou leur langue paternelle, ou la langue de l'école ou de la scolarité, tout simplement. Que devenait l'arabe, que devenait le polonais, que devenait l'espagnol, que devenait le japonais lorsqu'ils écrivaient en français. Certains choisissent de dire « je fais un français extrêmement normé et ma référence, ce sont les grands auteurs français ». D'autres, au contraire, souhaitent mélanger, métisser, matiner cette langue française, parfois de mots, parfois de tournures, des manières de dire et de faire qui disent plus que les simples mots. Ça n'est pas simplement un problème de linguistique ou de traduction. Vous le savez tous, vous qui parlez plusieurs langues, un mot ne trouve pas totalement son équivalent dans une autre langue. Il faut parfois passer par d'autres mots. Et puis, une tournure de phrase peut permettre de dire des choses que ne dirait pas tout simplement une phrase explicite dans un français normé. Donc, l'importance de ces langues a été très, très grande. C'est aussi l'occasion pour certains auteurs de dire « mais moi je suis à l'aise dans 2 langues ». Vassilis Alexakis, auteur grec, a été à la fois un auteur grec et un auteur français. Jorge Semprún a été un auteur espagnol et Georges Semprin, sa traduction, et lui-même pourtant, a été un auteur aussi en français et un auteur reconnu comme un auteur français. Ils ont été à l'aise dans les 2 langues, ils ont parfois pas forcément dit les mêmes choses dans l'une et l'autre langue. Justement, c'est l'objet de la 4e partie. La 4e partie, c'est avec la langue française, qu'est-ce que je fais? Les points de suspension sont très importants dans ce titre. Qu'est-ce que la langue française me permet? Elle me permet de toucher un public beaucoup plus large peut-être que le public que j'aurais par ma langue d'origine. Pas forcément, mais c'est parfois le cas. Elle me permet aussi de m'inscrire dans une lignée d'auteurs que j'ai aimés. Si j'écris en français, mon nom se retrouve derrière Hugo, Balzac, Paul Éluard, Jean-Paul Sartre. C'est pas rien. Donc je m'inscris dans cette lignée. Et puis avec la langue française, je peux aussi dire des choses que je n'aurais jamais pu dire dans ma langue maternelle.
Je citais Semprún tout à l'heure. Semprún a parlé de sa déportation en français. Il ne l'avait pas fait en espagnol. Trop difficile, trop douloureux. Et Atiq Rahimi, l'auteur afghan, a toujours dit que dans son premier roman, pour lequel il a écrit en français, pour lequel il a obtenu le prix Goncourt, Singh Sabour, donc un titre en persan, mais un livre écrit en français, il a évoqué la sexualité féminine, et il dit, ça c'est un sujet que je n'aurais jamais pu faire en persan, parce que c'est la langue de la religion, parce que c'est la langue de ma mère. Donc le français permet de dire des choses parfois qui étaient indicibles dans la langue première. Le français permet aussi parfois d'être une sorte de protection. C'est ce que dit Agatha Christophe, mon abri d'exilé. Une sorte de protection qui permet de dire des choses qui étaient peut-être trop difficiles, trop intimes, trop douloureuses à dire dans la langue originale. Donc, l'exposition se déroule en 4 parties et vous avez à la suite un certain nombre de panneaux qui réunissent des citations. Vous allez avoir 2 de ces panneaux qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, c'est les panneaux un petit peu types que vous pourrez rencontrer dans l'exposition. Et ce qui m'a paru intéressant de faire dans ces panneaux, c'est de mêler les univers, de mettre, vous voyez, un auteur marocain avec un auteur haïtien, une autrice canadienne avec un auteur du Congo ou avec une romancière danoise. On mélange la géographie, on mélange l'histoire parce qu'il y a aussi des générations différentes et on mélange aussi les propos. Vous allez voir que ces citations sont courtes, elles vont de 1 mot à 2 lignes, ça n'est jamais plus long que celles que vous avez sous les yeux. Il y en a qui sont extrêmement sérieuses, il y en a qui ne manquent pas d'humour. Toutes ces citations essayent de représenter un univers. L'univers de l'auteur est parfois un peu plus que ce seul univers. J'attire votre attention, par exemple, sur celle de Sony Laboutansi, là, qui est en vert dans le panneau de droite. Sony Laboutansi, auteur congolais, grand auteur, romancier, dramaturge, et qui a une assez jolie formule, et je pense que pas mal d'auteurs s'y reconnaîtraient lorsqu'il dit « Nous sommes locataires de la langue française, nous payons régulièrement notre loyer, mieux même, nous contribuons aux travaux d'aménagement de la baraque, nous sommes en partance pour une aventure de copropriété. » Jolie formule, me semble-t-il, pour désigner, raconter un petit peu ce parcours. D'autres ont une forme d'humour. Regardez dans le panneau de gauche, Yamen Manaï, qui est tunisien et qui lui parle de l'arabe, donc de sa langue maternelle et paternelle, comme sa Madeleine de Proust, une espèce de double clin d'œil à la fois à la langue arabe, mais aussi évidemment à Proust et à la littérature française. Donc le choix des citations a été fait dans le sens où on a essayé de trouver des citations un petit peu choc, des citations qui marquent l'esprit. Il y en a une qui me revient à la mémoire, qui n'est pas sous vos yeux, mais c'est un écrivain de Bosnie, Velibor Čolić, qui dit ceci. C'est quelqu'un qui a quitté la Bosnie, qui a quitté même la guerre. Il était militaire, et il a déserté, il a fui et il s'est retrouvé en France. Et il dit ceci: lorsque je suis arrivé en France, je possédais 3 mots de français, Jean-Paul Sartre. Alors, évidemment, c'est une boutade, évidemment, c'est un clin d'œil à la littérature française, mais je pense qu'il y avait plus que la simple boutade. C'était aussi une manière de dire, bah oui, j'ai lu Jean-Paul Sartre. Alors, il l'avait certainement lu en serbo-croate, il avait une connaissance de la littérature française, et cela l'a sans doute incité à venir en France. On pose la question à Marjena Sowa, par exemple, qui est une autrice venue de Pologne. Je lui demandais qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire en français. Et elle me répondait 3 choses. Je ne peux pas compter, elle doit compter en polonais. Je ne peux pas jurer, elle jure en polonais. Et elle ajoutait, et je parle à ma chatte en polonais. Et elle surrajoutait que sa chatte s'appelait Colette. Donc, vous voyez, il y a toujours comme ça des petits clins d'œil qui sont venus se glisser dans l'exposition. À ces panneaux de texte s'ajoutent les 9 portraits dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a 9 écrivains qui sont en portrait. Vous allez en voir 4. Et ce sont 4 itinéraires un petit peu singuliers dans cette mosaïque d'écrivains. Le premier, Sabile Roussoub, donc ça a été mon complice de départ dans l'exécution de cette... Et vous voyez cette phrase, quand j'écris en français, j'écris en libanais. Et je pense que beaucoup d'auteurs pourraient reprendre cette formule. Quand j'écris en français, je suis argentine, ou je suis une autrice turque que je cite dans l'exposition, dit « J'écris en français, mais j'ai gardé mon cerveau turc ». Vous voyez, une manière d'être dans la dualité et dans
à la fois dans la langue française, mais tout en gardant son origine. Saville est quelqu'un qui est né à Paris, à quelques dizaines de mètres de l'Alliance française de Paris. Je veux dire que c'est un Parisien, et pourtant ses livres ne cessent d'évoquer le Liban, aujourd'hui si douloureux. Sa voisine, Kim Thuy, autre destinée tragique dans son commencement, plus heureuse par la suite. Kim Thuy a connu la guerre du Vietnam. Ses parents ont quitté le Vietnam, elle avait 10 ans, en Boat People, hein, et elle s'est retrouvée en Malaisie, et elle a été prise en charge par une organisation non gouvernementale, une ONG québécoise, et elle vit au Québec depuis désormais une quarantaine d'années. Elle est totalement vietnamienne, ses 4 romans portent des titres vietnamiens, et pourtant, elle est aussi totalement québécoise. Et elle utilise évidemment la langue française, mais vous voyez ce qu'elle en dit, avant même que je ne sache marcher, les mots en français glissaient déjà sur les accents du vietnamien. C'est vraiment, voilà, quelqu'un qui est à la fois dans les deux cultures. Les deux suivants. Je me permets d'intervenir, juste pour faire un petit parallèle avec ce qu'a voulu faire Raphaël dans son illustration de cette exposition, parce que vous pouvez voir là la dimension supplémentaire que peut prendre le travail de Raphaël et le travail de recherche de Bernard grâce à ce qu'elle... Vous voyez les accents du vietnamien. Certains d'entre nous peuvent voir la baie d'Along derrière le Kim Thuy. En fait, comme vous l'avez vu sur les 4 thèmes aussi qu'on a balayés, il y a vraiment un travail à faire autour de la représentation et d'une dimension supplémentaire qui est apportée par le dessin coloré, énergique, original de Raphaël. Et qu'on peut voir également dans les portraits et dans l'univers scénographique dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors on retrouve ce même, on peut reprendre les propos de Flore à propos de Laura Alcoba et de Mohamed Bougarsar. Laura Alcoba, c'est une autrice argentine, elle est née en Argentine, ses parents étaient des opposants au régime en place à l'époque. Elle a dû quitter avec sa grand-mère l'Argentine, elle est venue en France à l'âge de 10 ans, elle s'est retrouvée en banlieue parisienne, c'est un pur produit de l'école française, et néanmoins, tous ses livres ont à un moment ou un autre trait à l'Argentine. C'est-à-dire qu'elle revient sans cesse sur l'Argentine. Ceci me permet de dire que les pays qui sont marqués à la suite des noms des auteurs, des écrivains, c'est pas leur nationalité, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Vous avez compris que je n'étais pas un douanier, donc je leur demande pas leurs papiers et je ne les interroge pas sur leur nationalité. C'est le pays que j'ai appelé le lieu de mémoire, c'est-à-dire le pays auquel leur texte renvoie. Même chose pour Mohamed Bougarsar, lui il est vraiment sénégalais, mais sous le texte, comme il le dit, d'autres langues, ces 2 autres langues, le sérère et le wolof, hein, au Sénégal, sont là comme il le dit, comme un texte sous le texte, une sorte de résurgence littéraire. Et voilà comment se présente cette exposition. Un panneau qui résume un petit peu celle-ci, c'est le panneau que vous avez sous les yeux, c'est un dessin de Zeina Abirached, donc immense autrice de bande dessinée libanaise, elle aussi. Et vous la voyez tricoter, un très joli tricot fait à la fois de l'alphabet arabe et de l'alphabet latin. Et elle ajoute, je tricote depuis l'enfance une langue constituée de 2 fils fragiles et précieux. Il nous semblait que ce dessin résumait très bien la volonté exprimée par l'exposition. C'est une manière de dire aussi que la bande dessinée fait partie, à mon avis, de la littérature à part entière, et un dessin est parfois beaucoup plus fort qu'une longue page. Si l'on continue dans cette exposition, vous avez aussi des sortes de définitions de la langue française que vous pourriez coller sur les murs, sur les vitres, sur les sols, un petit peu où vous voudrez. Et ce sont des définitions. Vous voyez. Alors j'aime beaucoup celle de Karim Katan, le Palestinien, qui dit à la fois le côté positif et le côté un petit peu négatif de la langue française, cette langue française qui est confortable comme un pyjama et en même temps un petit peu désagréable comme un caillou dans la chaussure. De temps en temps, elle gêne un petit peu, mais en même temps, elle est très confortable. Puis vous retrouvez L'abri d'exilé de Julia Kristeva, ou La langue profane et laïque. Et puis la citation, évidemment, que j'aime beaucoup, tout en simplicité, le mot chute de Samuel Beckett. Alors,
ça me permet de dire que toutes les citations sont absolument authentiques et authentifiées. Nous avons les références. Il n'y a pas une virgule qui a été enlevée dans ces citations. Ce sont toutes des phrases qui ont été dites, prononcées. Et le mot chute a été prononcé dans un film muet et la seule parole était prononcée par Samuel Beckett et il disait chut. Ça me semblait très bien par rapport à Beckett et par rapport à l'exposition. Le but de cette exposition, si je dois me résumer, peut-être elle est en trois idées. En tous les... La première, c'est de vous donner, à vous et puis à tous ceux qui verront cette exposition, l'envie de lire et de découvrir un auteur. Si quelqu'un repart avec un livre, l'envie de découvrir un auteur qu'il ne connaissait pas, je pense qu'on aura un peu gagné notre pari. Le deuxième pari, c'est de transmettre l'idée d'ouverture et non pas l'idée de repli sur soi. Que ces frontières que l'on essaye, ou ces murs que l'on essaye de bâtir ici ou là, la langue française les a transcendés. En tous les cas, les auteurs ont transcendé tout ça et ils ont amené à la semelle de leurs chaussures, là, comme on le disait, hein, leur culture, et ils nous ont amené des choses qu'on n'aurait pas découvert sans eux. Moi, je crois beaucoup aux vertus du roman pour découvrir un pays, pour découvrir une culture. Parfois, c'est plus efficace qu'un essai, plus efficace qu'un autre travail. Voilà ce que on a eu envie. Et puis évidemment, cette exposition, elle est faite pour susciter d'autres choses. On vient voir l'expo, mais s'il y a une rencontre, s'il y a une manifestation, s'il y a quelque chose, s'il y a un portrait supplémentaire, on évoquait ça tout à l'heure, qui est rajouté, l'exposition doit être une sorte d'incitateur, hein, quelque chose qui permet de faire un peu plus au-delà de cette exposition. Voilà en gros ce que j'avais envie de dire. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup lire. J'ai eu l'immense chance de rencontrer quasi 80 des 100 auteurs qui sont présentés. C'est une chance extraordinaire. J'espère qu'avec ces citations, je vous partage un petit peu ce privilège. Voilà. Merci de m'écouter. Et puis, quand vous voulez pour les questions-réponses. On dira tout de suite. Un grand merci à toi, Bernard, pour ces mots. C'est vraiment, je crois, un vrai passionné et un passionné passionnant, on va dire. Et j'en profite pour dire aux collègues aussi en poste que Bernard se déplace. Et je suis persuadée qu'il sera capté et fasciné au public. Donc vraiment encore merci et je laisse la place à Flore qui va maintenant nous expliquer comment nous avons pensé les outils clés en main pour accompagner cette exposition. Merci. Alors les quelques éléments supplémentaires qui vous permettent d'accueillir cette exposition, c'est, on l'a dit, des courtes définitions de la langue française que je précise. Donc à chaque fois, bien évidemment, on fournit les fichiers et pour ces citations, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les sortir de l'intérieur de l'expo, les mettre sur le sol, le plafond, comme disait Bernard, vous en servir aussi pour communiquer autour de l'exposition. Alors, on dit exposition multimédia parce que nous avons réalisé, aux côtés de Bernard, des entretiens autour de grandes questions, de questions récurrentes qui parlent de l'univers, de la relation des auteurs, dont les parcours, comme le disait Bernard, sont très très divers, hein, de leur rapport avec la langue française, des raisons du choix du français. Et donc on a 11 vidéos sous-titrées ou non sous-titrées, avec bien sûr les fichiers des sous-titres qui vous sont livrés en complément. Qui sont à votre disposition au format numérique en MP4 ou directement en ligne sur l'application que je vous montrerai tout à l'heure. Alors pour vous donner un avant-goût, je vais vous diffuser une petite vidéo. J'espère que ça sera fluide. Je le fais immédiatement, juste pour vous donner un avant-goût de ce qu'on vous a préparé. Alors, mes premiers mots avaient été appris dans ma première classe, première journée. Ma professeure est venue vers moi et elle disait « Je m'appelle Marie-France et toi ?» Et j'ai répété exactement la même chose. « Je m'appelle Marie-France et toi ?» On était 8 dans la classe, donc à la fin de la journée, on était 8 « Je m'appelle Marie-France et toi ?»
c'est un court aperçu. J'espère que ça a été fluide pour vous. Donc voilà, des vidéos qui sont sous-titrées et qui sont fournies directement avec l'exposition, que vous pouvez montrer sur un écran ou plusieurs qui sont proposés au cœur de l'exposition, des tablettes ou leur donner le lien vers l'application qui permet de les visionner. Voilà. Il était important pour nous aussi de vous faire bénéficier de l'univers, puisque cette exposition a été présentée à l'Alliance française de Paris, dans la galerie de la Fondation, de juin à octobre jusqu'à ce mois-ci. Et donc, on avait le scénographe Joseph Maty qui a travaillé avec Raphaël Macaron pour créer un univers qu'on vous fournit, que vous pourrez utiliser ou pas selon votre espace, et qui sont voilà, des formes qui semblent s'échapper des bulles d'un immense livre ouvert que vous pouvez aussi imprimer et placer dans vos espaces. Pour récapituler, parce que c'est un univers assez foisonnant, donc là je vous ai présenté tout ce qui peut composer l'exposition elle-même, mais il y a ensuite tous ces éléments complémentaires qu'on a rêvé en partenariat avec l'équipe de l'IF, avec Aurore, en disant qu'est-ce qu'on pourrait fournir et de quoi on rêverait nous-mêmes quand on met en place une exposition. Et à partir de cette liste, on vous a préparé multitude d'éléments téléchargeables que vous pouvez mobiliser ou pas selon vos envies, mais ça permet pour nous de nous focaliser sur quelque chose qui était à l'origine même, aux côtés de Bernard, de l'accueil de cette création de cette exposition. C'est vraiment la volonté de réaliser de la médiation culturelle auprès de nos publics apprenants. À l'Alliance de Paris, on a toujours le souci de faire un lien évident entre ce qui se passe dans nos classes dès le niveau A1 et la proposition culturelle qu'on a envie de proposer aux étudiants. Et dans ce sens-là, on avait envie de vous fournir à tous les outils dont vous avez besoin pour vous approprier l'expo, mais pouvoir en parler avec autant de passion que Bernard ou moi-même ou toute l'équipe. Vous avez dans le chat Michael Magalès qui coordonne aussi l'exposition et Pauline Fepper, donc des deux membres de l'équipe qui sont là pour répondre aussi avec vos questions. Et nous, on a un vrai plaisir à parler de l'exposition. C'est pour ça qu'on a créé un guide de médiation. Alors c'est un guide qu'on veut le plus agréable possible et qui vous propose des éléments de lecture et surtout des interactions possibles. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois vous avez les outils pour parler des auteurs comme Bernard l'a fait, des éléments de repère, des clés de compréhension, des références qu'on a parmi ces 100 auteurs. Il y en a beaucoup que je ne connaissais pas forcément avant de rencontrer Bernard. En fait, un grand nombre d'entre eux, Bernard. Et en fait, ces anecdotes vont faire vivre l'exposition. Et pour ça, vous avez sur une trentaine de pages, il me semble, des indices, des petits éléments, et surtout des interactions. C'est-à-dire questionner vous pouvez mener une visite guidée grâce à ce guide. Il est complété de livrets de découverte. Alors, ce sont des livrets de médiation qui sont utilisables en autonomie et qui s'adressent à deux publics qu'on a identifiés comme étant importants pour les alliances françaises et les instituts français. D'abord, un public francophone, idéalement en famille. C'est un livret qui est assez ludique. Et puis un second livret qui s'adresserait plutôt à ces élèves de classe qui travaillent en partenariat avec les alliances ou les instituts, qui viennent à certains moments visiter vos expositions. Donc c'est un public apprenant, plutôt à l'adolescent, quelque chose d'un petit peu coloré et d'attractif, A1, A2. Et l'idée, c'est vraiment un travail en autonomie ou par exemple, ou pour des classes qui ne sont pas forcément les classes de vos apprenants.
rapidement aussi, on a prévu 4 parcours pédagogiques pour la classe. Donc l'idée, c'est que sur des séquences d'1 heure, 1 heure et demie, ou même 2 ou 3 heures, vous pouvez utiliser dès le niveau A1 jusqu'au niveau B2+, des kits pédagogiques. Alors quand on dit kit, c'est que ce sont des documents à destination des enseignants qui peuvent même être projetés ou imprimés pour les classes, ou tout le matériel. Si on vous dit remplissez une bulle et ajoutez une bulle à l'exposition, on fournit la bulle, il y a juste à l'imprimer, et on a essayé de se mettre à la place des enseignants qui devaient mettre en avant cette exposition et en faire un outil d'enseignement également. Si je peux me permettre, Flore, je voulais compléter aussi concernant la partie médiation culturelle, parce qu'on a pensé aussi ces fichiers de médiation culturelle comme aussi un moyen de capter de nouveaux apprenants. C'est-à-dire que comme cette exposition, elle est disponible pour être traduite, c'est un moyen aussi de mener vos publics qui ne sont ni francophiles ni francophones pour le moment à aller consommer de la langue française. Donc ça, ces documents, ils sont aussi possible de les traduire comme l'est l'exposition. Donc c'est vraiment aussi un outil pour aller capter un nouveau public. Puisque tu fais le lien, Aurore, je peux parler dès maintenant de la traduction. Donc, il y a bien évidemment le contenu intégral de l'exposition et des vidéos a été transcrit et est disponible sur fichier texte, voilà, le plus simple possible pour une traduction. Une autre option est possible, c'est la traduction intégrale de l'exposition pour notamment dans les cartels, reproduire la forme des bulles avec la traduction. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons vous aider à réaliser en nous joignant directement, parce que c'est vrai que sans trahir les graphismes de Raphaël, on va pouvoir intégrer d'autres langues dans l'exposition elle-même. Donc ça, c'est une option qu'on a ajoutée à la demande déjà de certains réseaux. Alors, un élément qui était important pour nous et pour l'Institut français, c'était vous fournir tous les éléments de communication qui vous permettent de vous approprier et de communiquer autour de l'exposition. Donc, ce sont des fichiers type type Illustrator. Donc, vous insérez votre logo, vous insérez aussi les sponsors comme nous on l'avait fait. Vous avez totalement le pouvoir sur ces affiches avec quelques contraintes. Vous avez aussi, et là on voit une petite capture où on voit une vidéo de Bernard, on a des publications type Instagram qui sont même prêtes et diffusables telles quelles, qu'on vous fournit. En tout cas, là par exemple, c'est Bernard qui présente l'exposition en quelques mots pour le réseau. Alors, important, on souhaitait absolument fournir l'intégralité des références, des citations, et puis aussi présenter les différents livres des auteurs. Et ça, on l'a fait on l'a fait sur une application en fait qui se trouve alors accessible. Vous pouvez déjà normalement en flashant le QR code y accéder facilement. Donc, vous avez l'auteur et sur la petite fiche auteur, vous avez quelques titres, une courte biographie et puis en bonus, vous avez accès aux vidéos. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, comme disait Bernard, si l'un des auteurs et son invité, soit son livre intègre la bibliothèque de votre alliance ou de votre institut, on a gagné et ça c'est assez fantastique. Donc cette application, c'est facile, il suffit d'une connexion Internet et puis une fois qu'on dispose de la connexion, on peut l'emmener avec soi, c'est aussi tout à fait transportable. Aurore a fait la liaison tout à l'heure avec les interventions de Bernard. Est-ce que Bernard, tu peux nous en dire un peu plus sur les thématiques autour desquelles tu peux intervenir ? Oui, assez vite. La dernière, c'est très simple. Les visites guidées, c'est accompagner le public et puis faire des
des arrêts devant tel ou tel panneau et de signaler telle ou telle chose, raconter telle anecdote à propos de tel auteur ou à propos de tel livre. Ça, c'est donner un peu du vivant à l'exposition. Et puis sinon, sous forme de conférence, il y a 5 choses. C'est écrire le monde en français au XXIe siècle. C'est vraiment ces auteurs dont on vient de parler et qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui est relativement récent. Venir d'ailleurs écrire en français, c'est la même chose, mais en remontant aux origines, si vous voulez, c'est un petit peu comme j'ai commencé tout à l'heure, de la comtesse de Ségur à Alain Mabancou, pour faire un raccourci à la fois géographique et historique. Les 3 autres prennent des chemins un petit peu de traverse. Écrire l'exil, écrire en exil et figure de l'exil, c'est interroger l'exil en littérature. Est-ce que l'exil suscite la littérature? Est-ce que parfois la littérature se nourrit de l'exil? Comment ces 2 mots fonctionnent ou ne fonctionnent pas ensemble? Et on essaye de montrer aussi comment il y a des archétypes d'exilés, de gens qui, hélas, parfois avec bonheur, cela dit, passent les 2 tiers de leur existence dans un autre pays que celui qui les a vus naître. Itinéraire francophone d'Asie, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que c'est circonscrit d'un point de vue géographique à l'Asie. Et puis, un autre aspect qu'on n'aborde pas dans les expositions, mais c'est la chanson française à des accents. Parce que si vous regardez un petit peu la chanson française, et en particulier ce qu'on appelle la chanson à texte, il y a énormément de travailleurs émigrés, de gens qui sont venus d'ailleurs, de parents qui étaient, que ce soit Brassens, que ce soit Ferré, que ce soit Gainsbourg, que ce soit Ferrat, que ce soit Mouloudji, que ce soit Aznavour, etc. Je pourrais continuer. La liste est longue. La chanson française a des accents. Et puis enfin, 3 formations. Alors là, c'est peut-être sur une durée un petit peu plus longue et sur un public un peu plus spécialisé, d'enseignants par exemple. Une sorte de panorama des littératures africaines au sud du Sahara, des littératures du Maghreb et des littératures de la Caraïbe. Voilà ce que je peux vous proposer. C'est fromage et dessert, hein. C'est et ou, comme on veut. En parallèle des réponses à vos différentes questions, nous allons nous lancer dans les réponses immédiatement, n'est-ce pas, Aurore? Mais voilà, je vous réaffiche l'intégralité de ce qui est disponible. Bien évidemment, les fiches techniques, la récap de tout ce qui compose l'exposition est détaillé de façon un peu plus complète dans d'autres documents. Pardon, juste pour compléter aussi les propos de Flore, vous allez recevoir un mail de la part de l'Institut français pour revisionner le replay et on va vous mettre aussi le lien vers la collection qui vous donne aussi un petit détail, un aperçu de l'offre complète autour de l'exposition. Parfait. Alors, on pioche dans les questions, Aurore, c'est ça. Alors, la vidéo Instagram avec Bernard est-elle disponible pour un public anglophone? Non, ce format-là, vous pouvez le sous-titrer, mais il a été enregistré dans une seule langue, donc je pense qu'un sous-titrage standard pourrait fonctionner. Donc ça, c'est pas, c'est quelque chose qui est un peu moins, j'allais dire un challenge, un défi. Avec Zoubida, la question, je voudrais faire des activités avec l'espace langue et savoir à l'Institut durant l'exposition. Vous avez des suggestions? Je pense qu'on a commencé à répondre à la question. On a plusieurs niveaux possibles. D'abord, faire une visite. Moi, j'encourage à le présenter largement grâce au guide de médiation, de devenir médiateur, de vous approprier l'expo et de la présenter aux enseignants. Ça me semble être un très bon début. Et puis ensuite, les encourager aussi avec le matériel dont ils peuvent disposer pour prendre en main l'expo. Chez nous, on a fait des mix entre fiches, enfin tout ce qui est exploitation classe, et puis aussi les livrets d'autonomie qui ont bien fonctionné avec certains étudiants. Donc voilà, leur fournir le matériel, les encourager, mais surtout eux-mêmes leur faire découvrir l'exposition spécialement. Je pense que c'est important qu'ils soient séduits eux-mêmes par l'exposition et qu'ils soient convaincus que ça peut être un outil d'apprentissage intéressant. Moi, si je dois résumer, les super moments qu'on a vécus, c'est des moments où on a fait des visites, où on a déclenché des interactions.
pour quelque public que ce soit. On a eu des plus jeunes, on a eu des francophones, on a eu beaucoup de non-francophones. Toujours, il y a eu un moment d'échange qui est intéressant sur moi, ça me fait penser à, ou voilà ce que j'en pense, ou ça me rappelle ma propre situation. Parmi ces situations-là, il y a beaucoup d'interactions qui se créent. Et je pense que c'est d'abord ça qu'on cherche. Je ne crois pas trop trahir Bernard en disant que ce qu'on cherche, c'est des échanges, des interactions avec le public. C'est une discussion. Si elle s'installe, on a tout gagné. D'où l'idée de vous donner toutes les clés qui peuvent vous permettre justement de faire vivre cette exposition. Les vidéos peuvent-elles être utilisées? Oui. Alors, Mickaël en parle, merci Mickaël, a répondu aux questions aussi. Donc oui, les vidéos sont fournies et surtout elles font partie intégrante de l'exposition. Les 4 premiers éléments là qui sont affichés, les panneaux, les bulles, le kit de scénographie et les vidéos, c'est le noyau de l'exposition. Le reste est optionnel, mais les vidéos, après à vous de savoir de quelle façon vous les laissez consulter. On aime bien ce côté un peu collectif où dans un salon, on pouvait regarder ensemble les vidéos qui passaient. Mais la vidéo, elle peut être très bien donnée à une classe, on peut prendre une petite séquence et en faire donner un avant-goût en dehors de l'exposition. Il y a une question de Juliette qui vient d'arriver concernant la partie logistique, si l'exposition est transmise par voie numérique et si l'IF concerné ou l'AF concerné devait prévoir un budget pour l'impression. Donc, je te laisse répondre, Flore. Donc, vous pouvez nous joindre sur l'adresse qui figure dans la collection, c'est exposition@alliancefr.org. On peut vous le remettre dans le chat. Dès qu'on vous envoie un contrat dans lequel vous définissez, vous indiquez la durée de l'exposition. J'ai vu, on nous demandait si la durée était limitée. Non, elle n'est pas limitée. Il faut juste vous indiquer combien de temps. Alors, c'est pendant 3 ans, Aurore. Les droits sont donnés pendant 3 ans pour les instituts français des Alliances, grâce à l'Institut français de Paris. Et donc, vous nous indiquez tout ça dans le contrat. Et ensuite, vous recevez un lien de téléchargement sur une plateforme dédiée qui vous permet de récupérer l'intégralité du matériel. Ensuite, à vous de gérer l'impression. Alors, quand je dis gérer l'impression, c'est que nous, on a donc l'expo représente 34 panneaux. Idéalement, donc les tailles d'impression, c'est à vous de les définir. On est sur des formats qui sont des formats classiques imprimeurs. Donc, si vous voulez un équivalent grand public, on peut dire que idéalement, au minimum, le niveau A2 est le niveau le plus petit qu'on imagine. Après, chacun, à vous d'aménager par rapport à vos espaces, à imaginer ce que peut être la scénographie, comment vous pouvez mieux tirer parti de cette expo. Si je peux me permettre d'intervenir juste une chose, peu importe la taille, ce qui m'apparaît important, c'est que l'ensemble des 34 panneaux soit exposé. Ça peut être exposé dans des pièces différentes, dans des locaux différents, mais que les gens qui ont envie d'avoir accès à l'exposition aient accès à l'ensemble des panneaux, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont dites dans les panneaux 1, 2, 3 et qui ne sont pas répétées dans les panneaux, je sais pas quoi, 17, 18 ou 20. Ça constitue un ensemble. Donc ça me semble mieux que l'exposition reste dans son intégralité, mais la dispatcher, que les 4 parties soient dans 4 salles différentes, ça peu importe. Une belle itinérance pour cette exposition et ça reprend aussi la question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il est possible que 2 alliances françaises situées dans le même pays se partagent l'exposition en établissement pour une seule convention commune? Donc ça, oui, bien entendu, au contraire, ce sont des projets qui fédèrent des réseaux. Donc, bien entendu, une convention pour un réseau. Il y a un petit élément que j'ai oublié, que je rajoute, c'est qu'en fait, on a créé un catalogue d'exposition. Et ce catalogue est disponible également directement en Expédition Paris ou en option en réédition vous-même directement. Grâce au fichier. C'est le petit point que je me rends compte que j'ai oublié.
Alors, est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre? Pendant qu'il y a un blanc, moi, je me permets de dire que ce qui serait très, très, très joli, c'est par exemple d'imaginer des rencontres localement avec un des auteurs cités, évidemment, ou d'autres auteurs qui s'expriment eux-mêmes en français dans le pays, et une sorte, peut-être même d'émulation, je ne sais pas, d'imaginer un concours, d'imaginer des choses autour de cette langue française. Sans pour autant nous dire que tout le monde a du génie et que tout le monde est écrivain. C'est pas vrai, donc c'est pas la peine de le dire, mais susciter des écritures, bien sûr, ça c'est très bien. Et confronter des expériences qu'un auteur d'un continent rencontre un auteur d'un autre continent, je trouverais ça extraordinaire. Et si cette exposition permettait ça, ça serait aussi une jolie chose. Après, il y avait une autre question, Flore, si d'autres alliances françaises ont-elles déjà accueilli cette exposition? Si oui, quel retour d'expérience avez-vous sur son impact? Alors, l'exposition a été téléchargée pour les premières fois en septembre. On sait qu'elle est actuellement présentée. Et là, nous attendons avec impatience des retours. On demande à chaque lieu qui expose l'exposition de nous partager. Et surtout, faites-le, ça sera fantastique. On travaillera avec l'Institut français à une valorisation de tout ça. D'avoir des photos de vos espaces d'exposition, des retours aussi sur la médiation que vous aurez imaginé en complément. Bref, nous, on est disponible avec toute l'équipe pour échanger avec vous et capitaliser vos expériences pour les partager aux autres. Donc voilà, je sais que les premiers accrochages ont lieu tout début octobre, donc on attend encore les retours. Et pour compléter aussi les propos de Flore, il y a quand même 26 réseaux qui ont aujourd'hui contacté l'Alliance française de Paris car ils sont intéressés par l'exposition, donc on est très contents, ça veut dire que ça plaît. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'ai pas l'impression, il est 15h25, donc on tient le timing. Voilà, je crois qu'on est venu à bout des questions et des différentes remarques. En tout cas, un grand merci à tous. J'espère que on a réussi à vous convaincre. En tout cas, nous, on est ravis de cette proposition qui vient un peu compléter ce que nous avions déjà proposé au réseau autour du sport en 2024. Donc là, on propose autour de la littérature. Et on a d'autres thématiques pour 2025, mais n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos idées et vos besoins, parce que c'est important pour nous de savoir si ce type d'offre vous convient et surtout qu'est-ce qui pourrait convenir sur les années à venir. Un grand merci à l'équipe de l'Alliance française de Paris. Merci Bernard et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.